Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Patrice Talon a rencontré les responsables de partis politiques au menu des échanges, la loi portant interprétation qui complète celle portant code électoral en République du Bénin. À suivre le compte-rendu dans cette édition. Sur nos routes, le transport en commun a repris ses droits. Nous ferons un tour à Boycon pour le constat de la reprise des activités dans leur secteur. Et puis, quel avenir pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 avec cette actualité liée à la pandémie du coronavirus? Faut-il maintenir ou non la compétition en 2021? Sur la question, les avis sont partagés. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez avant la promulgation de la loi votée hier mardi par les députés à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a rencontré les partis politiques amenés à animer la vie politique du Bénin. Patrice Talon a écouté les représentants des partis politiques sur leur lecture de la loi portant interprétation qui complète la loi portant code électoral. Les précisions dans ce reportage signé Jérôme Mongo. Le 17 mai dernier, les populations béninoises étaient invitées à élire leurs dirigeants dans les communes. Le président Patrice Talon n'a pas caché sa satisfaction. Nous avons observé un taux de participation, c'est vrai, qui n'a pas atteint la tradition, mais qui peut nous satisfaire compte tenu donc de cette pandémie, de l'ambiance sanitaire globale. Et vu le taux de participation que nous avons connu il y a 1 an aux élections législatives, nous pouvons aisément donc nous satisfaire de ce qui s'est passé, du calme, de l'ambiance que nous avons observée sans incident, nulle part, à la limite, qu'elle soit communale, législative ou présidentielle, le caractère festif que nous donnons à ces événements-là, nous n'étions pas loin, il y a donc le 17 mai dernier. Et si nous mettons tout ça ensemble, on peut dire que la page des difficultés, des heurts, des controverses que nous avons vécues à la suite de la mise en œuvre de la réforme du système partisan, cette page est tournée. Mais c'est sans compter avec les intentions non avouées de certains hommes politiques. Mais voilà que, à la suite d'un processus aussi satisfaisant, aussi flatteur, pour nous, nous avons semblé renouer avec nos vieux démons. L'Assemblée nationale s'est alors réunie en procédure d'urgence et a voté la loi interprétative complétant la loi portant code électoral en République du Bénin. J'ai donc décidé de ne pas la promulguer sans avoir échangé avec vous pour nous assurer de ce que son contenu répond effectivement aux préoccupations actuelles, sans remettre en cause l'esprit de la loi ainsi que notre nouveau modèle de système partisan en cours. La parole aux représentants des partis politiques a permis d'éclaircir quelques zones d'ombre.
Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers si l'intéressé a perdu par ailleurs la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l'élection communale. Le vote de défiance est acquis à la majorité des 3/4 des conseillers si l'intéressé n'a pas perdu la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l'élection communale. Je voudrais demander à messieurs les ministres ici présents la juxtaposition de l'alinéa 2 avec l'alinéa 4. La destitution d'un maire et de ses adjoints est possible. La demande en est formulée par la majorité absolue des conseillers. Et si cette majorité est acquise et que le processus de destitution est engagé, la destitution n'est acquise que dans 2 hypothèses. La première hypothèse, si par ailleurs le maire n'était plus en odeur de sainteté à l'intérieur de son parti, la majorité absolue des conseillers suffit. Par contre, et c'est l'alinéa 4, si le maire conserve le soutien de son parti, cependant que la majorité absolue des conseillers envisage de le démettre, la destitution ne sera acquise qu'à hauteur de 3/4 des membres du conseil communal. Plusieurs autres aspects ont fait objet de discussion entre le père de la nation et les acteurs de la vie politique béninoise. L'objectif majeur étant de s'assurer que le vote de cette loi répond parfaitement aux préoccupations de tous sans remettre en cause la réforme du système partisan en cours au Bénin. En vous réitérant mes remerciements, ma reconnaissance et mes félicitations pour ce que nous avons pu faire ensemble et souhaiter que, à la suite de cette loi que j'espère promulguer assez vite, il y ait plus de clarté et de sérénité dans la mise en place de l'exécutif dans nos communes. Cette séance viendra à coup sûr rectifier les malcompréhensions au sujet de la loi rectificative du Code électoral. Eh bien, toujours au sujet de cette rencontre, les responsables et les chefs de partis politiques invités ont salué la démarche du chef de l'État avant la promulgation de cette loi. Jérôme Ongbo a rencontré 2 chefs de partis politiques. On les suit. C'est une initiative louable du chef de l'État que moi j'apprécie énormément. Et aussi j'apprécie également cette proposition de loi initiée par les députés à l'Assemblée nationale. Comme le chef de l'État l'a dit et comme nous l'avons tous observé hier, cette loi a été votée parce que ce que nous observons sur le terrain, dans le cadre de la désignation du reste des maires, n'agrée personne. Là, cette loi vient clarifier la situation et maintenant, il faut tout simplement que le chef de l'État, après la relecture par la Cour constitutionnelle, promulgue la loi pour que chacun soit situé. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est le développement du pays. C'est le développement. Et là, ceux qui ont été élus, conseils et autres, n'ont qu'à savoir qu'ils doivent plutôt privilégier le développement et non privilégier leur place, leur poche et autres. Le chef de l'État n'a qu'à promulguer pour que chacun reste à sa place. Ce que nous avons pu voir en lisant ce que nous a été donné comme documentation et avec la rencontre, les interventions des uns et des autres et les explications des membres du gouvernement qui étaient présents et des députés qui étaient membres des délégations des partis politiques, je crois que ce qui a été fait comme travail est un travail utile dans la mesure où les inquiétudes que nous on avait, les inquiétudes que notre parti FCDB avait, je crois que l'essentiel a été levé. Et ce que nous avons recommandé à l'intérieur, je crois que vous étiez là. C'est que très vite que la vulgarisation soit faite à des niveaux donnés pour qu'on s'approprie. Parce que vous savez que moi je suis enseignant-chercheur et la remise en cause d'un certain nombre de choses ou certaines habitudes qui sont de nature à favoriser le grand nombre, je crois que si on le fait, je crois que c'est une très bonne chose. C'est le contraire qui n'est pas bon.
Eh bien, au cours de ces débats, les représentants des partis politiques ont soulevé plusieurs aspects relatifs à la bonne marche des communes. Écoutons les interventions de quelques-uns au micro de Jérôme Ongo. Dans la gouvernance et la gestion au niveau local, Monsieur le Président, il peut y avoir ce que, par parallélisme de forme, on peut avoir au niveau du gouvernement central, la notion de la cohabitation. La notion de la cohabitation existe au niveau central et je pense qu'elle peut exister aussi au niveau local. Et ça pourrait contribuer véritablement à apaiser parfois les tensions sociales. Je suis d'accord, par exemple, lorsque le vote est franc et que la majorité absolue a été donnée à une tendance politique, qu'on laisse, disons donc, les côtés franches à cette tendance politique pour désigner les organes de gestion du conseil communal. Mais lorsqu'il n'y a pas majorité absolue, il faut bien, et je pense que c'est ce que dit peut-être cette loi, il faut bien qu'il puisse avoir aussi bien des coalitions de bonne nature que des coalitions de contre-nature, Monsieur le Président. Les anciennes lois électorales régissant l'élection et la gestion, disons, en tout cas les élections communales, n'avaient pas prévu comment il fallait remplacer ou destituer un adjoint au maire, ni un chef d'arrondissement. Et on avait toujours déploré ça. C'était simplement comment destituer le maire qui était prévu par la loi. Le législateur a estimé, c'était partie de cette loi, qu'il fallait corriger cela. Parce que si on peut destituer un maire qui est en faute, il doit pouvoir avoir la possibilité de destituer aussi un adjoint au maire. Pareil pour le chef d'arrondissement. Parce que, vous savez, il y a des chefs d'arrondissement, par exemple, qui, une fois élus, ne remettent plus pied dans leur arrondissement avant la fin de leur mandat. Et quand c'est comme ça, le Conseil devrait pouvoir les destituer et les remplacer. Monsieur le Président, ces gens sont en train de courir en défiant leur hiérarchie pour une seule raison. Ce qui les motive, ce n'est pas le développement à la base aujourd'hui. Ce qui les motive, ce n'est pas aider nos compatriotes à sortir de la précarité. Ce qui les fait courir, c'est parce qu'ils veulent être parrains. Ce qui les fait courir, c'est la loi sur le parrainage. Ils ne veulent pas manquer cette occasion. Lorsque les députés parlent de majorité au moment du remplacement, ça me pose un petit problème. Ça veut dire que la majorité aujourd'hui est appelée peut-être à évoluer. Je suis majoritaire aujourd'hui, j'ai désigné un maire et le maire perd confiance et on veut le remplacer. Est-ce qu'il y aura encore une autre majorité? Et qu'est-ce qui va faire que cette majorité va changer si ce n'est pas la transhumance? Or, la réforme du système partisan, c'est pour mettre un terme à la transhumance. Autre actualité dans ce 13h, on prend la direction du Zou. Les bus de transport en commun sont autorisés à se remettre sur les routes à compter de ce 2 juin. Après 2 mois d'arrêt, un tour sur les places, les parcs donc, de bus de Boycon nous a permis donc de constater l'effectivité de cette reprise avec à la clé le respect des gestes barrières. Émérida Pinsoton nous en dit plus dans ce reportage. Il y a du mouvement ce mardi sur le parc de bus de Boycon. Les longs bus qui quittent Cotonou pour le nord ou l'inverse rentrent et ressortent de l'intérieur du parc. On charge ou on décharge des bagages. Des passagers montent ou descendent des bus. C'est la grande joie pour les promoteurs de transport en commun. Nous allons sur Natitengu. Nous sommes très fiers déjà que le gouvernement nous a donné assez libre pour circuler en nous donnant des mesures barrières à respecter. Ce qui est en train d'être fait. Nous aussi, nous avons des cache-nez. Les passagers qui n'ont pas les cache-nez, nous allons leur donner ça. Ce retour des bus sur les routes est accompagné de l'exigence du respect des gestes barrières de lutte contre le Covid-19. Comme c'est le premier jour, nous n'avons pas assez de clients. Mais le peu qu'on avait, on avait respecté les consignes que l'État a données. Une personne par 2 chaises. Bon, on est très content de notre reprise.
La reprise de l'activité des bus ne réjouit pas que les responsables. Les clients, les passagers saluent également cette décision du gouvernement, même si les prix de voyage ont pratiquement doublé. J'ai quitté Cotonou pour Bemberké. Et il est vrai qu'ils nous ont exigé de s'asseoir un par siège, c'est-à-dire à côté de toi, personne ne doit rester là. Et donc, tu dois payer alors le double. Tu dois payer et ton siège et le siège qui est à côté. Mais nous, on nous a fait Cotonou-Bemberké à 13 000. À bord là, il y a le contrôleur qui exige ça. Même si tu enlèves ça et tu veux prendre de l'air, il dit non, non, non. Tu dois maintenir ton cache-nez dans sa position normale pour ne pas contaminer peut-être d'autres. En tout cas, il n'aime même pas qu'on se parle dans le bus. Hein. Même si tu dois parler, tu te parles dans ta direction. Et c'est un peu ça. Je suis venu pour voyager sur Nati Tengu. Maintenant, je dois payer 10 000, alors que d'habitude, on payait 5 000 de Nati Tengu et d'ici à Nati Tengu. Maintenant, nous payons 10 000 francs. C'est nous, les passagers, qui allons faire respecter ça. Quand tu es passager, tu constates que l'autre n'a pas porté, la distance n'est pas respectée, il faut réclamer. Oui, les mesures barrières, tout, et lavage des mains, tout est respecté avec les bus. Je vois que vraiment avec ça, là, on est plus en sécurité, quoi. Sur le parc de Boycon, des dispositifs de lave-mains ont été installés. Selon le gestionnaire du parc, il veille au grain et les sensibilisations vont se poursuivre pour le respect des mesures barrières. Démarrage de l'examen blanc départemental au Bénin. Les candidats au BPC et au baccalauréat composent depuis ce mardi dans un contexte de Covid. Comment s'y prennent-ils et quelles sont les dispositions prises par les chefs centres? Voici le constat de Axel Dancy et Ouensessa Sawaïmo. Au son de la sirène, les derniers candidats de ce centre rejoignent les salles de composition. Nous sommes ici au collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou. Il est 8 heures. La première épreuve de cette matinée est lancée. Les candidats composent qui pour le BPC, qui pour le bac blanc, dans un contexte particulier. Port de masque, c'est systématique. Vous devez savoir, on a dit aux candidats de porter leur masque dès l'entrée du collège et durant toute la composition, ils vont porter leur masque pour composer. En cette période de pandémie, par la grâce de Dieu, on aura des résultats qui ne vont pas refléter la pandémie. Masque vissé sur le nez, le Covid-19 n'empêche pas le bon déroulement de cet examen blanc. Au CEGE Saint-Rita et Zobo, le constat est le même. Les candidats affûtent leurs armes dans le strict respect des mesures barrières. Dans les salles, les enfants doivent avoir leur masque, ainsi que les surveillants et nous aussi les encadreurs. En dehors de ça, nous avons respecté également la distanciation et il y a un seul candidat par table, ce qui fait que les 100 cm sont respectés. 1m20, 1m25. Il y avait donc chacun au bout de la table donc pour respecter toujours la distanciation d'1 mètre. Les candidats au brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat s'offrent un aperçu de la grande échéance. Le climat du coronavirus n'émousse guère leur concentration. On est venu ici pour composer et l'examen du BPC. C'est bien, les épreuves sont abordables et on est en train de composer dans de meilleures conditions et cela, ça nous fait plaisir et en plus de ça, on a respecté les 1 mètre comme on l'a dit. Nous sommes venus composer ici dans un contexte de coronavirus. Avant d'entrer dans l'établissement, on porte d'abord les cache-nez. Après on entre, on lave les mains avant d'entrer dans les salles. Et en entrant dans les salles, nous respectons les distances 1 mètre. Je n'ai pas peur de composer car la maladie dont ils appellent le coronavirus ne me fait pas peur. Parce que ce n'est pas au Bénin qu'on a vu ça pour la première fois. Ils ont dit en Chine. En tout cas, moi, ça ne me fait pas peur. Pour les chefs de centre d'examen, cette pandémie ne marque pas la fin des activités pédagogiques. Voyons à présent ce renforcement de dispositifs de riposte contre le coronavirus. La prévention par la nutrition du coronavirus préoccupe l'Association nationale des communes du Bénin. Son président, Luc Setonji-Astropo, a lancé hier à Lokossa un atelier de formation des chargés de communication de plusieurs communes du Bénin, Précieuse Akoyonu et Monique Toron.
Comment bien se nourrir pour éviter le Covid-19? L'Association nationale des communes du Bénin forme les chargés de communication des mairies sur des thématiques liées à la prévention du Covid-19 par la nutrition. Vous savez très bien qu'il y a des liens entre cette pandémie et les questions d'hygiène et d'assainissement. C'est à ce titre-là que j'ai été invité à partager un certain nombre d'informations avec les communicants territoriaux. Il faut leur montrer la pertinence de bien s'alimenter pour pouvoir renforcer leur système immunitaire à travers la consommation des fruits et légumes, la consommation d'un certain nombre d'aliments qui permettent effectivement aux populations de renforcer leur système immunitaire. Le coronavirus, depuis son apparition, a fait beaucoup de ravages dans le monde. Le gouvernement du Bénin a pris des mesures pour contrer la maladie, des mesures que les mairies accompagnent à travers la sensibilisation. C'est donc pour renforcer ces mesures de protection déjà en place que notre association a décidé d'intégrer la sensibilisation des populations, dont celle de nombre de communes présentent une grande vulnérabilité. La formation des chargés de communication sur le Covid-19 est donc une opportunité que nous offrons à nos communes pour les rendre aptes à donner la vraie et la bonne information aux populations sur ce virus. Le présent atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention signée entre la NCB et le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, PNDPE, un projet financé par la Banque mondiale. Intéressons-nous à présent à l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'événementiel. Génial Afouda, Monsia Boka et Ernest Etegou ont fait une immersion dans l'univers de quelques acteurs du domaine pour savoir comment ils s'adaptent à cette nouvelle ère. Regardez. Ce calme est devenu coutumier par ici. Une ambiance inhabituelle dans cette salle de fête où rimaient musique, danse et toutes sortes d'animations. À l'origine de ce silence devenu un peu trop pesant pour le gérant des lieux, le coronavirus. Depuis l'avènement de ce virus, le coronavirus, tout est en mode plat. Cette situation, Romaric la connaît également. DJ de profession à 16 heures perdues, il tirait essentiellement ses revenus de ses prestations. C'était un coup dur parce que on avait déjà des dates, il y avait déjà des manifestations en instance et on a dû annuler. Les clients ont dû annuler parce que cette pandémie-là, ça a tout bouleversé en fait. Quand tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. Maintenant, heureusement pour nous autres qui ne vivons pas uniquement de ça, donc, c'est plus ou moins, ça n'a pas le même impact que celui qui vit uniquement de ça. Et pour survivre, ces différents acteurs de l'événementiel optent pour une réorientation. Là, tout de suite, on n'a pas le choix. On est en train de se réorienter vers un autre secteur. J'ai commencé par m'adapter aussi peu à peu à l'élevage et à l'agriculture parce que la terre ne mange jamais titan. Donc ce n'est pas que je quitte forcément tout à fait le secteur événementiel, parce que là, je veux dire, mes économies, quelques jetons que j'ai laissés, je veux dire que c'est fini. Désormais, en mode survie, ces acteurs de l'événementiel n'ont qu'un seul souhait, que cette ère de pandémie de Covid-19 se conjugue rapidement au passé. Et cette interrogation tiendra ou tiendra pas en juin 2021, à 6 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les avis sont partagés sur la tenue ou non de la compétition à cause de la pandémie du coronavirus. La rédaction sportive de la télévision nationale s'est intéressée au sujet. Elle a fait le tour des journalistes, consultants sportifs et médecins pour en savoir davantage. Suivons le magazine que nous propose Uxi Souzonon. Des milliards de francs CFA investis, des stades flambant neufs et aux normes internationales sont érigés dans le pays. Le Cameroun semble désormais prêt pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais depuis que le coronavirus fit son apparition dans le monde, une question revient sur toutes les lèvres. Tiendra ou tiendra pas en janvier 2021? Les avis sont partagés. Il faudra se demander si cette situation-là permettra aux équipes africaines de
jouer au football, dans quelles conditions, et par rapport à ces conditions, voir si les pays africains et donc la CAF aura la possibilité d'organiser dans ces conditions-là les éliminatoires. Repris en Allemagne, les matchs se jouent à huis clos. Le foot reprendra bientôt dans d'autres pays européens avec les mesures barrières drastiques. Il y a donc une lueur d'espoir, mais il reste encore 4 journées des éliminatoires à disputer et toutes probablement auront lieu le dernier trimestre de l'année 2020. L'équation ne semble pas si simple que ça. La CAN 2021 aura-t-elle lieu en 2021 comme son nom l'indique? Eh bien, rien n'est moins sûr et pour une fois, ce n'est pas à cause du Cameroun ou même de la CAF. Non, là, en l'occurrence, la CAF, elle est dépendante du calendrier international, de ce que va faire la FIFA. En effet, la CAF a besoin de faire jouer encore 4 matchs de qualification pour la CAN. La tenue de la CAN en janvier 2021 est devenue une préoccupation planétaire. La CAF doit-elle maintenir son calendrier? Aujourd'hui, on est à 6 mois de l'événement. On n'en est qu'à la 2e journée des éliminatoires. Est-ce qu'on aura le temps de poursuivre les éliminatoires avant janvier? Ma foi, je ne pense pas. Donc pour moi, la CAF devrait vraiment être réaliste et reporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Le problème d'abord, c'est les éliminatoires. Il faut essayer de gérer les éliminatoires. Maintenant, si d'ici septembre, on n'arrive pas à faire les éliminatoires, ça va être extrêmement compliqué. Les avis de report ne font pas l'unanimité. Pour certains, les éliminatoires auront lieu le dernier trimestre de cette année et la CAN se jouera en janvier 2021. Je pense que pour 3 semaines ou 1 mois de compétition, on peut décider de se soir à un certain nombre de choses et à mettre des mesures barrières pour que la compétition puisse avoir vraiment lieu. Je pense qu'il serait idéal et qu'il sera intéressant pour l'Afrique de tenir sa CAN en janvier, en 2021, excusez-moi. Donc je ne vois pas pourquoi on chercherait 2022 parce que dit-on, tout n'est pas prêt. L'organisation d'une CAN dépend également des attentes des partenaires, des sponsors et de bien d'autres détails. Est-ce que la CAF va sentir que le vent n'est pas bon et qu'il faut reporter la CAN? C'est une possibilité et que cette fois-ci, elle prenne de l'avance en termes de communication. Ça peut aussi arranger bien des choses. Dans cette période difficile, il est possible que le grand chantier de Yaoundé, du stade d'Olembe, ait pris à nouveau quelques retards compte tenu de la crise. Il y a aussi la grosse question des droits télé. Doutes et craintes sur l'organisation de la CAN en janvier 2021 dans le rang de certains journalistes sportifs. Alors, pour ce qui est de l'organisation, personnellement, je me projetterai sur 2022. Pourquoi? Parce que l'année 2021 risque d'être une année très très serrée. Il va falloir repenser tout le process qui va nous mener à cette Coupe d'Afrique des Nations en collaboration avec la FIFA. Selon l'ancien international camerounais Joseph Antoine Bell, on ne sait avec certitude ce que réservent les prochains mois. Il faut donc suivre l'évolution de la situation. Il se trouve que les conditions qui nous intéressent sont celles qui prévaudront au mois de septembre, octobre et novembre. La CAF a besoin de 2 fenêtres pour pouvoir organiser les 4 matchs qui manquent pour les qualifications. Et donc ça peut être septembre et octobre, comme ça peut être octobre et novembre éventuellement. Et donc, si jamais on peut jouer à ces dates-là, alors on aura des qualifiés. Face à cette situation exceptionnelle, nous avions recueilli l'avis d'un médecin sur la tenue à bonne date et pour quel type de CAN. C'est vrai qu'on ne va pas se mettre à la place des experts de la CAF, mais il suffit de voir l'analyse des données épidémiologiques aujourd'hui qui ne sont pas complètement sûres pour pouvoir fixer une date de la fin de l'épidémie. Et de ce fait-là, ce serait pas très évident que cette compétition puisse tenir, en tout cas dans les conditions qui sont celles que nous connaissons habituellement pour une Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas très évident que cela puisse tenir, à moins d'avoir une compétition qui sera très encadrée avec
des mesures de distanciation sociale et tout ça sur des terrains de football. Je pense que la compétition en perdrait énormément son charme, ou de se retrouver à jouer des matchs de Coupe d'Afrique des Nations à huis clos. Je pense que ça n'aura pas grand intérêt. La décision de la Confédération africaine de football est attendue les prochains jours, voire mois, pour situer fans, dirigeants, journalistes sportifs et sélections nationales. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez le bulletin d'information à 16h30. À 19h, Ghislaine Adimi assure le JT des régions. À 20h, Ariane Da Silva sera au rendez-vous. Bonne suite des programmes sur l'ORTV. Passe en vous.